Donc ce soir, on a un invité qui s'appelle Julien Dossier. Donc bonsoir Julien. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Alors, donc Julien nous a fait l'amitié de nous rejoindre. Alors Julien, c'est quelqu'un qui a une expertise assez large sur la transition énergétique, et donc on va découvrir avec lui les différents points. Donc n'hésitez pas à intervenir si vous avez des questions, à les poser directement à Julien pendant cette émission. Vous pouvez les poser directement en allumant votre micro, et bien sûr en pensant à couper votre micro quand vous n'intervenez pas. Et sinon, vous pouvez aussi poser vos questions par écrit dans le chat, et je me ferai un plaisir de relayer vos questions et de poser les questions directement de votre part à Julien. Donc Julien, je retrouve l'image. Il y a un petit Larsen, il faut peut-être couper votre téléphone. Voilà. J'ai coupé l'image, j'ai coupé le son sur l'ordinateur. Super. On y va. Donc Julien, voilà, c'est à vous. Je vous laisse vous présenter rapidement. Effectivement, quelle est votre formation initiale, que vous présentiez, qu'on sache un petit peu qui vous êtes, et votre secteur d'activité et votre expertise principale. Ok. Donc, je dirige Quatrelibri, un cabinet de conseil en stratégie de transition écologique. J'ai créé en 2005. C'était mes 16 ans d'activité dans le domaine. Et avec Quatrelibri, j'ai eu l'occasion de travailler pour des clients publics ou privés avec comme point d'orgue, entre guillemets, la stratégie de neutralité carbone de Paris, que j'ai publiée en 2017. Je suis un des co-auteurs avec Raphaël Ménard et Félix Pourchain notamment, de cette stratégie de neutralité carbone pour Paris. J'ai aussi écrit la stratégie de métabolisme urbain pour pleine commune. J'ai co-dirigé le programme du Sommet mondial des villes durables qui s'est tenu à Nantes en 2013, EcoCity. Et puis, j'ai aussi fait partie de l'équipe qui a fait l'aménagement de la COP21 au Bourget. Et plus récemment, j'ai dirigé le conseil scientifique d'excellence environnementale de la Solidéo. Et puis, au titre de... La Solidéo, c'est pour les JO 2024. Et puis, au titre de mes clients privés, j'ai accompagné des clients dans les transports, dans mobilité plus largement, dans l'énergie. En ce moment, je travaille notamment dans les questions solaires avec le groupe Armor, et puis aussi dans les questions de construction, de bâtiments, de forêts, d'agriculture. Et je donne des cours à HEC depuis une dizaine d'années sur la vie durable. Je suis intervenu aussi plusieurs années de suite à l'école des mines, Paris Tech, à Liffige. Et je donne des conférences à droite à gauche. Et en 2019, j'ai publié Renaissance écologique chez Actes Sud, qui reprend les travaux que j'avais pu mener depuis 2010 sur une synthèse de toutes ces expériences qui se retrouvent aujourd'hui largement reprises et illustrées par une version contemporaine de la fresque d'Ambrogio Lorenzetti, l'allégorie des effets du bon et du mauvais gouvernement. Voilà, pour commencer. Ok. Merci Julien pour cette présentation. Alors effectivement, on va peut-être commencer par cette œuvre qui est assez transversale, parce qu'effectivement c'est une œuvre de la Renaissance dans laquelle il y a mille choses à dire. Je pense que vous avez même consacré un livre dessus. Ouais. Donc du coup, on voit à travers effectivement votre parcours que vous êtes effectivement quelqu'un d'extrêmement actif dans tout ce qui est transition écologique au sens large, parce qu'effectivement vous avez des activités dans pas mal de sujets qui sont très complémentaires et assez proches dans le projet global de la ville. Donc aujourd'hui, si vous pouvez nous présenter un petit peu votre ouvrage Renaissance écologique que vous avez édité à l'Actes Sud, comment vous est venue l'idée de faire un livre autour de cette fresque? Et c'est une utopie aussi, c'est quelque part c'est l'histoire d'une utopie ce tableau. Et quelles sont les choses principales en synthèse que vous pourriez effectivement, que vous avez envie de partager là avec nous ce soir, pour qu'on ait envie tout de suite, après juste qu'on ait fini ce café débat, d'aller sur Internet et de voir cette fresque et d'essayer de voir un petit peu ce que vous y avez trouvé? Alors, l'origine du livre, de manière anecdotique, c'est une rencontre très heureuse avec Françoise Michel et Jean-Paul Capitani, un jour où j'avais justement déployé un grand tirage de la fresque dans une conférence. Et Françoise et Jean-Paul se sont approchés et puis on est curieux de cet objet bizarre et m'ont demandé de leur expliquer. Et puis visiblement, ce que je leur ai dit les a intéressés.
Et puis, ils ont souhaité par la suite que j'écrive un livre pour raconter cette histoire. Donc, c'est une histoire de rencontre fortuite, pas complètement due au hasard. Si on s'est retrouvés à cet endroit-là ensemble et que la fresque était déroulée, il y avait tout un chose qui l'expliquait. Mais donc, du coup, la fresque qui se retrouve au cœur de ce livre, j'en ai eu besoin j'en ai perçu l'opportunité en 2010 quand j'ai donné mon cours sur la ville durable et que mes étudiants me demandaient mais à quoi ça ressemble une ville durable. J'ai voulu les alerter sur le fait qu'on avait malheureusement autour de nous de très nombreuses mauvaises représentations de ce qu'est une ville durable. Et le fait d'avoir de mauvaises représentations d'une ville durable, c'était grave parce que ça nous amenait à nous préparer à agir sur la base de ces représentations. Et si les représentations sont mauvaises, inadaptées, on va être amené à donner notre énergie à des projets qui ne seront pas les bons. Par exemple, quand on nous représente la ville durable comme étant un tas de béton sur lequel on rajoute des éoliennes, des panneaux solaires et on met une pelouse verte devant, c'est souvent ce qu'on voit dans les dessins qu'on trouve sur les affiches, dans les documents même du gouvernement ou dans de grandes entreprises qui nous donnent des schémas pour représenter la transition écologique et la ville durable. On nous montre les attributs de la transition écologique qu'on pense être majeurs. On nous montre un tram, un métro, on nous montre des bâtiments qui sont peut-être bien conçus d'un point de vue énergétique, mais on nous montre pas d'endroits où les gens mangent. On nous montre pas d'endroits où les gens se détendent, échangent les uns avec les autres. On nous montre pas d'endroits où il y a du commerce. On nous montre pas d'endroits où on produit à manger. On nous montre pas d'endroits où on produit tout ça. Et on nous montre pas de patrimoine. Tout ça, ça a l'air de démarrer sur un territoire vide. Et c'est une illusion profonde d'imaginer en plus les technologies qu'on nous présente dans ces visions-là puissent s'appliquer partout. Je ne sais pas si vous avez essayé d'installer un tram ou un métro à Pontcharrat-sur-Turdine, mais je peux vous assurer qu'il n'y aura pas l'économie pour créer un tunnel de métro à Pontcharrat-sur-Turdine. Donc, on ne peut pas avoir de solution généralisable à partir de ces erreurs de représentation. Et pourtant, on sait que de l'autre côté, du point de vue de la transition, on a besoin d'avoir des solutions de mobilité, d'énergie, de bâtiments qui s'appliquent absolument à tous les territoires. Il ne peut pas y avoir de perdants dans la transition, mais on a besoin d'avoir une solution sur toutes les poches du territoire, donc y compris dans les petits territoires ruraux, dans les petites villes de province, dans les zones enclavées, dans les zones de montagne, dans les zones de littoral. Et le problème, c'est qu'on a du mal à traduire cette complexité des territoires, cette diversité des situations. Et j'ai voulu montrer qu'on avait initialement des problèmes. Et ces problèmes, on est amené à montrer que le problème n'était pas neuf, et que si on regarde dans l'histoire, on avait déjà, à la Renaissance, des gens qui avaient produit la cité idéale. Et donc, si on traduit le titre, la cité idéale, on s'attend à voir une cité effectivement idéale. Et la cité idéale, c'est de Urbino. Qu'est-ce qu'on voit? On voit une vue magnifique de bâtiments classiques qui donnent sur un port dans lequel il y a quelques bateaux. Et puis, il n'y a personne dans cette vue-là. Donc, c'est pas une cité idéale dans laquelle il y a personne. Et c'est entièrement minéral. Donc, c'est pas une cité idéale qui ne nourrit pas les personnes qui y vivent. Et puis, il n'y a pas de production. Donc, c'est pas une cité idéale qui ne donne pas les moyens aux habitants de cette ville de vivre, produire, échanger et entretenir la vie de ce territoire. Donc, on avait une erreur de représentation qu'il faut pouvoir interpréter, comprendre que des images qui peuvent s'appeler ville idéale ne sont en fait ni des villes, ni des idéaux. Et il se trouve que les moteurs de recherche se sont trompés dans le référencement des illustrations de la cité idéale. Et par hasard, figure dans les illustrations de la cité idéale une illustration de la fresque de Lorenzetti, l'allégorie des effets du bon gouvernement. Et c'est là le début de l'histoire, parce que j'étais ravi, moi, à l'époque, en 2010, de pouvoir montrer à mes étudiants quelque chose sur lequel j'avais déjà travaillé auparavant, qui était de dire, attention, quand on parle de ville, absolument critique de dépasser la limite cadastrale d'une ville intramuros,
et surtout de faire le lien avec le territoire agricole alentour qui nourrit la ville. S'il n'y a pas de quoi nourrir la ville va mourir de faim. Les gens vont se barrer. Ça va être une ruine. Donc, il faut penser cette articulation ville-campagne qui nous permet de nourrir les habitants de la ville. Et vice-versa, on sent que les activités qui se situent en ville sont précieuses pour le territoire alentour, rural, parce que c'est la ville qui va équiper en machines, en ressources, que ce soit minérales ou techniques, les territoires ruraux pour permettre à ces territoires de fonctionner. On sait aussi que c'est en ville qu'on va retrouver des fonctions de défense ou de sécurité qui vont protéger les habitants des campagnes qui seront peut-être plus vulnérables, etc., etc. Et donc, on voit qu'on a cette articulation qui a besoin d'exister de manière très poreuse, très flexible, très pervasive, très présente entre la ville et la campagne. Et au début, je voyais ça. Je pouvais illustrer dans cette représentation de la Renaissance d'Ambrogio Lorenzetti, la représentation des effets du bon gouvernement, cette articulation, à parité d'ailleurs en surface, c'est la même zone qui est consacrée à la campagne et à la ville. Il n'y a pas de hiérarchie. Les deux parties ont la même importance dans la composition. Et je voulais dire ça. Et année après année, je donnais mon cours et j'y voyais de plus en plus de choses. Et à force d'y voir de plus en plus de choses, c'est incroyable. En 2014, il faut absolument qu'on utilise cette fresque. Elle est d'une pertinence actuelle formidable. Utilisons-la pour faire la trame de la négociation de la COP21. Et j'avais bien conscience que c'était pas possible non plus de se limiter à une représentation de la Renaissance pour parler d'un projet mondial futur, et qu'il fallait en faire une adaptation contemporaine. C'est ce que j'ai fait en 2015. D'accord. Très bien. Ok, bah merci beaucoup Julien pour cette. Vous avez donné envie effectivement d'aller en savoir plus sur cette fresque. Alors on peut aller sur renaissanceécologique.fr justement pour celles et ceux qui veulent en savoir plus. Peut-être mettre le lien sur le chat. Oui, vous pouvez le mettre effectivement. Ouais, vous pouvez le mettre. Je le mettrai après à la fin dans le lien avec la vidéo. Je mettrai le lien vers votre site internet. Et du coup, au niveau, donc c'est vrai que c'est une appropriation, la transition écologique. Vous n'avez pas trouvé d'artistes contemporains capables, parce que c'est vrai qu'aller chercher un document de la Renaissance pour expliquer ce qui va se passer dans le futur, c'est assez étrange. Il n'y a pas d'artistes contemporains capables d'exprimer cette diversité de la ville autrement qu'avec du béton et des trams? Alors, il y a des tas de choses qui étaient plus entre guillemets malignes que cette vision-là. Alors, je me rends compte que là, j'ai de nouveau un problème de connexion. Je vais essayer de revenir aussi pour l'image, mais bon. On continue avec l'audio. Il y a très probablement des représentations qui fonctionnent, mais si vous regardez par exemple les 17 ODD, les Objectifs de développement durable des Nations Unies, on se rend bien compte qu'ils ont eu du mal à relier les 17 ODD. Il y a à chaque fois, pour chacun des objectifs du développement durable, une petite vignette d'illustration qui permet de situer le sens de tel ou tel objectif. Mais si vous allez sur le site des Nations Unies, ils n'ont pas de schéma global qui permet d'articuler les 17 ODD. Ils ont un tableau dans lequel ils présentent 17 pictogrammes, mais ils n'arrivent pas à les relier. C'est très difficile de trouver des façons de relier de manière complexe, systémique, les interactions entre autant de sujets. Et l'illustration plus récente qui se rapproche le plus de la fresque de Lorenzetti, c'est finalement, je pense, la fiche de campagne de René Dumont et Brice Lalonde pour les municipales de 77 à Paris, ou les législatives. En tout cas, c'est René Dumont et Brice Lalonde. J'ai plus exactement l'année en tête, donc le mandat. Mais on ira voir. Je mettrai en lien sur le compte rendu. Ouais. Et là, ils avaient repris finalement une composition analogue au cycle de Lorenzetti, puisque d'un côté, ils avaient une colonne de texte montrant tout ce qu'on pouvait ne pas souhaiter finalement.
Et donc ça, c'est l'allégorie des effets du mauvais gouvernement, en disant il faut quand même le voir pour le croire, pour dire ah ben non, non, ça on n'en veut pas, non, ça on n'en veut pas, non, ça on n'en veut pas. Il faut aussi savoir qu'on ne veut pas, Oui, pour savoir bien sûr. ce pourquoi on veut aller, ce dans quoi on a envie de s'engager, etc. Et cette affiche de campagne était très bonne de ce point de vue-là, en rappelant tout ce qu'on veut pas. Et sur l'autre colonne, à droite, affichait ce qu'ils voulaient proposer à leurs citoyens, à leurs électeurs, en disant voilà, votez pour nous pour tout ça. Et on retrouve ces deux fonctions dans le cycle de Sienne, hein, où on a deux murs qui se font face. Un mur qui est repoussant, l'allégorie des effets du mauvais gouvernement. On voit Trump entouré de ses mauvais génies, la fraude, la division, la luxure, la justice entravée, etc. Et puis ces principes-là qui entraînent un effondrement de la ville, la violence faite aux femmes, la pédophilie, tout ce qu'on voit avec MeToo, avec les violences, le harcèlement, le seul commerce qui reste, c'est le commerce des armes, et puis, etc., etc. Enfin, les bons soins, la biodiversité, tout est là. D'accord. Et donc, ce monde dont on ne veut pas existe, et il faut pouvoir s'en départir pour savoir partir vers autre chose. Et à Sienne, il y a cette représentation du futur qu'on aimerait. Et au milieu, dans l'affiche de Dumont et Lalonde, il y avait justement une représentation du territoire. Donc là, c'était très centré sur le 5e arrondissement de Paris. Donc on retrouve des éléments symboliques qui nous permettent de situer l'action là-bas. Et dans cette représentation de la ville qui existe, ils introduisent des évolutions, des changements qui montrent des options qui existent, qui sont accessibles et qui viennent modifier le quotidien, le paysage. Et donc c'est peut-être ce qui s'en rapproche le plus, mais dans cette image de 77, on ne voit pas la campagne. On est très centré sur la ville parce que c'est le mandat sur lequel les candidats se posent. Donc on parvient pas non plus à cette équivalence. Et Okay. Et cette allégorie de Sienne a une fonction particulière parce que je voudrais rappeler qu'en 2000, la Convention européenne des paysages a été signée à Florence et les paysagistes ont voulu rendre ce jour-là hommage à Lorenzetti, le père des paysagistes, en allant ce jour-là à Sienne devant la fresque de l'allégorie des effets du bon gouvernement en disant c'est la première représentation de l'histoire du paysage qui, aujourd'hui, continue de nous inspirer en 2000, presque 700 ans après le moment où elle a été peinte. Et je trouve que je suis pas le seul, en fait, à garder un regard émerveillé devant cette fresque et elle a une dimension vraiment unique. Je pense que c'est un vrai trésor européen. On parle de trésors nationaux, c'est un vrai trésor européen. Très bien. Ouais, effectivement, merci. Ça nous permet d'aller épuiser tout un tas d'inspirations pour tout un tas de chantiers. Alors, en parlant de chantier, effectivement, vous avez participé à quand même beaucoup de groupes de travail, de mouvements qui essayent effectivement de travailler sur la neutralité carbone. Donc, vous avez une bonne vision assez latérale des bonnes idées de ce qui serait intéressant de faire. Si vous étiez ministre de l'écologie et que vous étiez aux commandes, parce qu'effectivement, tant qu'on n'est pas aux commandes, on a toujours beaucoup d'idées, mais qu'on commence à être en situation d'élu, c'est un peu plus difficile parce qu'on se rend compte qu'il y a pas mal de contraintes. Mais si on imagine que demain vous étiez élu ministre de l'écologie, quels seraient vos 3 principaux chantiers en disant voilà, ok, c'est pas tout rose, mais c'est pas tout noir, il y a des choses à faire. Et pour vous, voilà, qu'est-ce qui serait important? Par quoi faudrait-il commencer pour effectivement démêler tous ces sujets-là et redonner du sens à votre vision de ce que c'est qu'une ville durable? C'est intéressant que vous proposiez 3 chantiers, ça m'arrange beaucoup en fait, parce que d'un point de vue thématique, j'aurais beaucoup de mal à répondre. La preuve, quand j'ai analysé la fresque, j'en ai identifié 24. Et d'un point de vue thématique, je me refuse à en isoler un, parce que justement, on montre que si on a 24 thématiques, en retirer un fait que l'ensemble de l'édifice s'effondre. Si on retire l'éducation des 24 chantiers de la Renaissance écologique, c'est un problème. On voit bien qu'il y aurait des enfants de moins de 18 ans sans éducation. On se rend compte qu'il y a un gros vide. Donc, on ne peut pas les retirer d'un point de vue thématique. En revanche, je suis tout à fait d'accord pour travailler sur 3 chantiers avec vous d'un point de vue temporel. En disant, moi, ministre, j'aurai 3 équipes. Une équipe 0-1 an, une équipe 1-5 ans et une équipe 5-10 ans. Et je les ferai travailler simultanément.
parce que chacun a besoin des deux autres. L'équipe 0-1 an, elle est là pour amorcer des usages, pour faire ce qu'on peut en mode dégradé, sans budget, sans lieu, sans formation, sans outils nécessaires pour nous aider à faire ce qu'on doit faire, mais des tas de trucs qu'on peut faire en moins d'un an, en mode dégradé, et faisons-les. C'est grâce à justement cette mobilisation sur les usages qu'on va pouvoir décrocher de la courbe des émissions qui aujourd'hui nous emmène vers une trajectoire terrible. Hein. Vous avez peut-être encore lu l'article du Monde de Audrey Garrick publié ce dimanche sur les prévisions de Météo France, qui sont effroyables pour la France. Et donc, on a une extrême urgence et des choses qui sont possibles. Par exemple, en 0-1 an, on peut monter un marché dans une zone où il n'y a pas de marché. Il suffit de pouvoir mettre une table sur 2 tréteaux, s'organiser avec un producteur pas loin, avoir l'un d'entre nous qui prend n'importe lequel des véhicules qu'il arrive à trouver, qu'il arrive à charger. C'est une voiture, c'est pas grave. Si c'est une estafette, c'est tant mieux. Si c'est un camion électrique, c'est encore mieux. Mais on n'est pas sûr d'avoir un camion électrique à notre disposition. Au pire, on prend 3 voitures, des espaces s'il faut. Au pire, ça émet du carbone au début, mais n'empêche, ça fait venir des produits frais. Et ça, on peut le faire partout dès la première année. Donc, ça, c'est un exemple. Il y en a plein d'autres. Si on est à la tête d'une école primaire, on peut, avec un morceau de craie, tracer dans la cour de la récréation l'école et les différentes voies de communication qui y mènent, et demander aux enfants de se positionner et de former ainsi des pédibus. On va voir dans quel ordre les enfants viennent à l'école par rapport à ceux qui habitent le plus près et ceux qui habitent le plus loin. Et ceux qui habitent le plus loin vont passer devant ceux qui habitent le plus près, de proche en proche. On fait des chaînes qui permettent d'organiser la venue à l'école, où on peut venir à plusieurs. Donc, on n'a pas besoin chacun de venir en voiture. Et ça, on peut le faire dans l'après-midi. Donc, on n'a pas besoin d'attendre quoi que ce soit, d'instruction de qui que ce soit pour faire ça. Donc, équipe 0-1 an. Ni loi, ni rien. Mouvement, ça, ni association. Ouais. On prend le temps, on prend le morceau de craie, ou on prend l'outil dont on dispose. Ça coûte rien de faire ça, ouais. Et on peut le faire. Et il faut le faire. Et c'est indispensable parce que ce changement d'usage est la clé pour la réussite de l'équipe 2, qui travaille sur 1-5 ans, qui, elle, travaille sur l'infrastructure de production. Et sur 1-5 ans, des tas de technologies qu'on maîtrise, et il s'agit de les produire ou de les déployer à beaucoup plus grande échelle. Donc là, on est à l'œuvre, on est au boulot, et si on sait qu'en 3 ans, on peut convertir une ferme pour en faire une ferme en bio, eh ben, en 5 ans, on aura converti beaucoup plus de fermes en bio. Mais ça suppose qu'en parallèle, on ait formé beaucoup plus de jeunes pour pouvoir démarrer des fermes en bio, pour que à l'issue des 5 ans, on ait pu accueillir ces jeunes après une formation accélérée pour démarrer des fermes en bio et obtenir le label au bout de 3 ans. Donc, ça, c'est un temps de production où il y a des choses qu'on sait maîtriser, qu'on sait faire. On sait en 5 ans déployer des panneaux solaires sur des toitures. On sait en 5 ans transformer des moteurs électriques en des moteurs thermiques en moteurs électriques pour faire du rétrofitting sur des véhicules existants. On sait en 5 ans remplacer les lampes à sodium par de l'éclairage beaucoup plus sobre en énergie dans les villes. On sait en 5 ans faire plein de trucs. On sait acquérir un diplôme, on sait rénover des bâtiments, on sait faire plein de trucs en 5 ans. Il faut le faire à grande échelle. Et la rencontre de l'équipe 1 et de l'équipe 2 est précieuse, parce que dans l'équipe 1, on va pas tout faire en 0-1 an, mais on va donner un signal qu'on va pouvoir amplifier d'une année sur l'autre. Et à chaque fois qu'on va grandir, à toucher de plus en plus de monde, eh bien, on va créer des débouchés aussi pour tous les efforts de l'équipe 2. L'équipe 1 qui travaille sur la demande, sur les usages, elle crée un marché pour l'équipe 2 qui s'occupe des infrastructures et de l'offre. Donc la rencontre de l'offre et de la demande, ça crée une dynamique de société. Et là, on vient sur l'équipe 3, qui, elle, est chargée de prévoir et de préparer le déploiement de la 2e génération de technologies, qui n'est pas immédiatement disponible. Et on sent qu'il y a encore des tas de trucs qui doivent continuer de mûrir parce qu'on a besoin de transformer l'appareil industriel.
peut pas simplement tourner pour livrer ce pourquoi il a été conçu. Typiquement, il y a encore des grandes usines, à gaz qu'il faut pouvoir transformer avec du biogaz ou du biométhane rentré. Il y a des usines de production de véhicules qu'il faut transformer pour en faire des véhicules électriques ou des véhicules reconfigurés. Il y a besoin de transformer des techniques de construction pour passer vers d'autres types de matériaux qu'on utilise. Donc là, il y a des savoir-faire, il faut faire évoluer les types de formation des maçons, développer des structures de charpentiers, tout ça, ça sera pas prêt en 5 ans. Donc là, il faut se donner le temps, la transformation de l'appareil industriel pour, dans 5 ans, se dire, ça y est, je peux déployer cette deuxième génération. Et ces investissements sont plus lourds, donc il faut le temps de leur amortissement. Et pour ça, il faut une économie robuste, productive, fertile, qui va nourrir les investissements et leur permettre de tenir pendant ce virage pour que les 5 premières années puissent être consacrées à l'investissement sans espoir de rentabilité immédiate. Sinon, on va se tromper, on va chercher immédiatement la rentabilité alors que c'est pas possible. Très bien, Donc, ces 3 équipes, elles doivent travailler ensemble. 0-1 an, 5 ans et 5-10 ans. Et 5-10 ans. Et qu'est-ce que fait l'équipe 0-1 an au bout d'un an? Elle a intégré. Elle refait 0-1 an, mais elle fait 0-1 an, mais avec plus de monde. Parce qu'en 0-1 an, on n'aura pas touché tout le monde. D'accord. Donc, du coup, elle continue à faire des actions. Donc, elle fait un budget annuel et elle budgétise un ensemble d'actions qui ont des horizons temporels d'un an. Et tous les ans, elle refait un budget, ils repartent sur des échéances très courtes. C'est ça? Oui, c'est la culture de l'action en mode dégradé. On va avoir besoin d'appliquer cette culture-là de plus en plus de sujets dans notre vie courante, que ça concerne notre alimentation, nos loisirs, notre éducation, nos choix de vêtements, la façon dont on gère les biens et marchandises d'équipement, tout ça, il y a des tas de trucs qu'on peut gérer, la façon dont on organise l'affectation des pièces dans un bâtiment, débrouiller pour que les chambres à coucher soient au nord et pas au sud, parce qu'on a besoin de moins de température la nuit et surtout pas de se faire chauffer en plein jour affecté au sud. Ça, c'est des choses qu'on peut faire. C'est pas si compliqué que ça. On n'a pas besoin de transformer grand chose. La structure du bâtiment, elle reste la même. On va pas avoir la possibilité de construire du neuf, on va pas avoir même la possibilité de faire de la rénovation, mais si on change l'affectation des pièces dans une maison, déjà ça, en 1 an, on peut le faire. Donc, et donc, d'une année sur l'autre, on va continuer d'étendre le périmètre de nos actions que j'appelle les PPP, les projets premiers pas. Mais on va pas pouvoir tout faire la première année. Et puis nous qui avons décidé d'en faire la première année, peut-être qu'on va pouvoir aussi inciter nos voisins, nos cousins, la tante Marie et puis le beau-frère Khaled à faire pareil. Donc il y a des gens qui n'ont pas démarré en même temps que nous, mais l'année prochaine il faut qu'on soit plus nombreux. Et puis l'année suivante il faut qu'on soit encore plus nombreux et qu'on touche de plus en plus de nos postes d'action. Et ça, on va avoir besoin d'être réactif parce que les aléas climatiques sont là. On sait que dans les 10-20 ans qui viennent, ça va secouer. Donc, les projets qu'on fait vont être perturbés. Donc, on va devoir continuer d'être réactif, de pouvoir s'adapter à ces aléas et donc d'être prêt à agir en mode dégradé. C'est aussi ça, c'est être prêt à s'adapter à des conditions qui changent brutalement. Et typiquement, la pandémie est arrivée, il faut qu'on s'adapte. Et cette culture de l'adaptation qu'on a développée avec la pandémie, il faut qu'on l'utilise maintenant à grande échelle pour les autres postes de la transition. Oui, effectivement. Effectivement, on retrouve un petit peu cette manière de penser dans le développement logiciel. Ce qu'on en parlait tout à l'heure en préalable avec Alain, en mode agile, où effectivement on arrive face à un monde qui est très complexe, qui est difficile à prévoir, et du coup le seul moyen de pouvoir s'en sortir, c'est faire un développement agile de manière itérative, faire au début un développement, ce qu'on appelle MVP, un Minimal Viable Product, c'est quelque chose qui est très simple, très, très modeste, mais qui permet de réfléchir au problème de manière presque physique, de pouvoir rentrer se jeter à l'eau, et une fois qu'on est à l'eau, effectivement, trouver d'autres moyens d'être plus efficace et de construire une deuxième version, troisième version. Et c'est là-dessus que sont développés des industriels de nouvelle génération, comme aux États-Unis, dans le monde du logiciel et dans le monde de l'automobile, avec les voitures électriques.
Très bien. Alors, je vous propose de maintenant, à ce stade de la discussion, on a fait un point de vue un peu global et c'est effectivement intéressant de voir votre approche sur ce que pourrait être effectivement vos premières actions. Je vous propose de faire un zoom maintenant sur la partie énergie. Parce que vous avez Oui. parlé tout à l'heure, vous avez présenté sur la partie vos activités que vous avez pour le groupe Armor, qui développe effectivement des technologies solaires. Donc, j'aurais aimé est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce que fait cette entreprise, Armor, dans le solaire, et à quel niveau, effectivement, quels sont les enjeux? Quels sont effectivement, est-ce que c'est possible de faire de l'industrie solaire en France actuellement en 2021? Quels sont les principaux freins? Et quels sont effectivement les leviers possibles pour effectivement développer ce genre d'activité qui est extrêmement intéressante, mais qui est pas si simple que ça à développer parce qu'effectivement beaucoup ont essayé, beaucoup ont échoué. Donc, quelles sont un petit peu vos recommandations que vous auriez envie de donner au tissu industriel français en termes de solaire pour qu'effectivement redynamiser cette industrie qui a du mal effectivement à autant les services se développent très bien en France, il y a quand même pas mal de gens qui développent les énergies renouvelables autour des services, mais au niveau de l'industrie c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, j'aurais bien aimé avoir votre analyse sur ces problématiques. Ok. Armor, c'est une entreprise formidable qui s'est transformée plusieurs fois dans son parcours au gré justement de l'évolution des technologies. C'est une entreprise qui faisait initialement du papier carbone, du temps où il n'y avait pas de photocopieuse Photocopieur. et donc la façon de transmettre de l'information, c'était de mettre du papier carbone qui permettait à la machine à écrire de faire 2 exemplaires par surimpression. Et puis on a fait des renéotypages et puis on a fait et à chaque fois dans l'évolution des technologies d'impression, Armor a maintenu en fait un savoir-faire de gestion des couches minces parce que le papier carbone c'est une couche mince de papier très très fin sur lequel on dépose des pigments et voilà. Et puis de proche en proche, ils ont fait des rubans encreurs pour la machine à écrire. Ils ont fait aussi plus récemment, ce qui fait l'essentiel de l'activité, des films à transfert thermique qui sont utilisés aujourd'hui massivement pour imprimer les étiquettes qu'on colle sur les paquets de livraison, etc. Et en fait, c'est une entreprise qui s'est décidée à diversifier son appareil de production industrielle pour dire mettons-nous au diapason de la transition énergétique. Et là, c'est un bon exemple de la temporalité 5-10 ans. On est typiquement dans cet exemple que j'évoquais tout à l'heure, une entreprise qui a perçu l'importance d'opérer un virage industriel et qui décide d'adapter son outil de production pour répondre à la nouvelle urgence climatique et énergétique. Donc le principe aujourd'hui du panneau solaire Armor, c'est des rotatives qui déposent sur des films, des polymères organiques, des films très minces, à l'échelle de quelques microns. Ils déposent non pas des pigments pour faire de l'impression et du transfert thermique, mais d'autres polymères qui sont photosensibles en plusieurs couches, et les différentes couches des polymères permettent de capter les photons du rayonnement lumineux et de créer de l'électricité. C'est le principe du panneau solaire, sauf que là, on n'utilise pas de cristallin, de silicium, mais des polymères organiques. C'est ce qu'on appelle généralement le OPV, Organic Photovoltaics, PV. Et donc, ça a la particularité de sortir de rotatives sur potentiellement des kilomètres par jour. Et l'entreprise Armor a un savoir-faire industriel qui lui permet, dans les films à transfert thermique, de produire 1,7 milliard de mètres carrés par an. Et je souligne 1,7 milliard de mètres carrés par an, c'est donc une entreprise qui sait faire tourner ses rotatives très, 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 très vite. Et je reviens sur le point de temporalité. On a besoin d'accélérer la transition. Et si on arrive à adapter un outil de production pour le solaire qui tourne à la même vitesse que le transfert thermique et qu'on sort à 1 milliard de mètres carrés par an, 1,5 milliard de mètres carrés par an de films OPV par la technologie Armor, même avec des taux de rendement faibles,
en un an, on imprime l'équivalent du parc solaire, du parc nucléaire en puissance. On imprime plusieurs dizaines de gigawatts de solaire. Et c'est là que ça devient intéressant parce que aujourd'hui, on considère encore le débat sur l'énergie selon une question que je trouve obsolète, qui est quel est le rendement au mètre carré et quel est le prix. Et personne ne se soucie de la vitesse à laquelle on va pouvoir déployer les technologies. Et le problème, c'est qu'on nous demande parallèlement de tenir un objectif de résultat de neutralité carbone en 2050 au plus tard, et on nous dit, et d'ailleurs en 2030, donc dans 118 mois et 27 jours, on nous demande d'avoir fait moins 60%, qui est l'objectif qui a été validé par le Parlement européen. Et donc, j'aimerais bien qu'on s'intéresse aux technologies qui vont nous permettre d'être déployées en 117 mois et 27 jours. Notamment, j'aimerais qu'on s'interroge sur la pertinence de parier sur le nucléaire pour livrer des nouvelles centrales d'ici à 2030, sachant qu'il faut 138 mois pour faire une nouvelle centrale, à supposer qu'on parte tout de suite sur un site qu'on connaît, qu'on démarre le projet. Le moment où on coupe le ruban et on raccorde la nouvelle production au réseau, c'est dans 138 mois. Donc, ça ne sera pas prêt pour 2030. Donc, si on se projette en 2030, qu'on a réussi à décarboner nos émissions de 60%, c'est qu'on a réussi à basculer une énorme partie de notre consommation d'énergie vers l'électricité. Et ça veut dire qu'on a trouvé une solution pour décommissionner les vieilles centrales nucléaires, parce qu'en 2030, elles sont très, très vieilles, elles seront dangereuses. Donc, on doit avoir des technologies de remplacement, et ces technologies de remplacement, elles doivent pouvoir être déployées dans le temps imparti. Moi, je connais pas beaucoup d'autres technologies que celles d'Armor qui peuvent être industrialisées à une telle vitesse dans des proportions analogues. Voilà pourquoi je m'intéresse à eux. Alors, c'est une technologie émergente, une technologie de CAPEX, c'est-à-dire qu'il y a des investissements lourds au début, qui fait que les premiers mètres carrés qui sortent de l'usine bénéficient pas des meilleures conditions de marché. C'est cher au mètre carré au début. Mais comme c'est une technologie de CAPEX, une fois qu'on a amorti l'investissement, plus on augmente le volume, plus le prix au mètre carré baisse. Et là, avec une perspective de sortir des dizaines, centaines et milliards de mètres carrés par an, on a des perspectives de baisse drastique du prix au mètre carré. Donc au début, ça sera un peu plus cher, mais après, ça va baisser fortement. Et enfin, je pense qu'il est important d'avoir en tête que ce dont on parle là, c'est un segment du solaire qui est à part du PV classique. On est sur des propriétés de semi-transparence, de légèreté, etc., qui font que on a des nouveaux cas d'usage pour le solaire qui sont devant nous avec l'OPV. Donc, il faut pouvoir isoler ces marchés OPV des marchés PV. C'est comme si on voyait émerger devant nous dans le secteur du PV, le secteur des smartphones, si on faisait l'analogie avec le marché des ordinateurs. Si on avait comparé le prix du disque dur du smartphone ou le prix de l'écran du smartphone avec le prix d'un écran d'ordinateur de bureau ou le prix d'un disque dur de bureau, et si on avait dit, mais vous pensez pas à sortir un ordinateur avec un disque dur qui coûte si cher, monsieur, ça va jamais marcher. Si on avait appliqué ce raisonnement-là, jamais on n'aurait utilisé de smartphone. Heureusement qu'on a dit, pour les smartphones, on va avoir des prix et des performances qui vont être différentes, parce que ce qui compte, c'est l'usage qu'on va en faire de ces nouveaux appareils. Et donc, c'est là où on a besoin d'avoir une approche très séparée de l'OPV par rapport au PV, en disant l'OPV va nous permettre de faire vivre le solaire dans de nouvelles applications à grande échelle. Et c'est ça l'opportunité qu'on va pouvoir industrialiser pour être dans le bon tempo. D'accord. Alors, il y a des questions là, effectivement de Jean-Marc qui disait qu'il lui semblait que la production de panneaux solaires est bien supérieure à la demande d'aujourd'hui. Entre marché de l'offre et la demande, bon, alors c'est pas une info que j'ai. Alors, je sais pas sur quoi repose cette information, parce que là, il y a plutôt des signaux mondiaux qui montrent que le solaire, c'est la technologie avec l'éolien qui capte le plus d'investissements, qui croît le plus vite
Oui. qui déploie le plus de capacité au monde. Ouais. Il y a florès d'investisseurs qui se positionnent là-dessus. Et il n'y a pas de stock qui s'accumule de capacités invendues. On est plutôt au contraire dans des raccordements qui s'accélèrent partout dans le monde, avec des pays qui basculent avec des performances où les renouvelables assurent une part croissante du mix énergétique de ces pays. On le voit à l'échelle de l'Allemagne, mais on le voit aussi dans des pays qui sont a priori plus loin de nous, mais avec des historiques charbonnés, hein, non, mais aux Julien, États-Unis ou en Australie, etc. C'est Jean-Marc, je ne pense pas. En Allemagne, il n'y a pas une augmentation du solaire extraordinaire. En France, c'est à peine, voilà. Les chiffres de Vincent Boulanger sont quand même significatifs. Hein. Là, le raccordement du solaire a permis de se passer du charbon en Allemagne. Le Vietnam vient de raccorder 20 gigawatts en 2 ans. Oui, d'accord, mais on installe à peu près 120 gigawatts de solaire dans le monde et il me semble que la production est largement supérieure. Bon, mais je vérifierai, je retiens, ok, excusez-moi. En tout cas, après, il y a d'autres questions qui se passent sur la partie organique. Effectivement, l'organique, c'est vrai que c'est la capacité de pouvoir imprimer des panneaux. C'est vrai que c'est le rêve de pouvoir imprimer des millions de mètres carrés assez rapidement. Après, il y a la question de durée de vie. C'est vrai qu'aujourd'hui, les panneaux cristallins sont vendus sur des retours sur investissement qui sont sur des périodes de 20, voire 30, 40 ans. Donc après, l'organique, c'est vrai que pour l'instant, on a eu du mal à trouver des panneaux organiques qui duraient aussi longtemps. Donc c'est vrai je pense que la R&D est autour de ça, parce que je crois qu'on a vu ce qu'il y a, c'est qu'il y a 30 ans de retour sur le développement du PV cristallin. Donc les analyses en durée de vie s'appuient sur des cas réels maintenant. Tandis que pour l'analyse de durée de vie d'une technologie aussi neuve que l'OPV, on est dans des simulations ou dans des vieillissements accélérés. Donc c'est pas les mêmes données qui sont disponibles pour répondre à cette question de la durée de vie. En laboratoire, les durées de vie en vieillissement accéléré montrent des durées comparables au PV cristallin. Maintenant, c'est du laboratoire. Donc après, c'est pour ça que les engagements contractuels peuvent pas monter au même niveau parce que les données sur lesquelles s'appuient les projections de durée de vie sont pas encore des données sur lesquelles on a des référentiels historiques. On est dans de la modélisation. C'est la principale différence. Ouais. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je connais bien le solaire, ça fait 20 ans que j'y travaille, et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui est incroyable et ce qui est compliqué pour toutes les technologies concurrentes du cristallin, c'est que la technologie cristalline, c'est une technologie qui est assez ancienne, qui est très très vieille, qui progresse, qui évolue de manière non pas disruptive, de manière incrémentale. Régulièrement, on améliore les rendements tout doucement. On est à 23-24% industriel, etc. Et le maximum théorique est 80%. Donc, on a encore de belles années devant nous. Et ce qui est incroyable dans cette technologie cristalline, et ce qui est aussi compliqué pour toutes les technologies concurrentes du cristallin, c'est que le cristallin devient très peu cher. C'est-à-dire que plus effectivement il y a d'usines qui fabriquent du cristallin, plus le prix baisse, et plus il en faut, parce qu'on a besoin, si on regarde, heureusement que le cristallin devient très peu cher, parce qu'on a besoin de pouvoir généraliser des installations solaires pour pouvoir se substituer aux hydrocarbures. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on n'arrive pas réellement à se substituer. On rajoute de la capacité, mais on n'en retire pas beaucoup. Donc là, il s'agit de changer l'échelle. On a besoin, et si on regarde dans le mix énergétique, je ne parle pas du mix électrique, le mix énergétique mondial, le solaire, c'est pouillème. Alors qu'on a encore des puissances installées en charbon, gaz et pétrole, un historique considérable. Donc, on a besoin d'avoir des solutions peu chères qu'on va pouvoir industrialiser à très grande échelle, très grand volume, le plus vite possible. Et à côté, et c'est là où il ne s'agit pas d'avoir une concurrence, et là je ne suis pas d'accord avec le terme de concurrence, complémentarité. C'est que si on regarde les applications respectives, il est plus rapide de déployer un film de 500 grammes par mètre carré sur un bâtiment léger du type boîte à chaussures, bâtiment tertiaire en périphérie des villes. C'est pas conçu pour accueillir du 10, 12, 13, 15 kilos au mètre carré. Là, moi, la solarisation d'un bâtiment comme ça se fait en une après-midi avec de l'OPV. Et il n'y a pas besoin de permis de construire. Donc là encore, si on veut aller vite,
Il faut des solutions où il n'y a pas besoin de permis de construire, où il n'y aura pas de recours, où il n'y a pas de concurrence de l'usage des sols par rapport à des terres agricoles, où on est dans de la réversibilité pour d'autres zones géographiques qui sont très soumises à des aléas climatiques. Quand il y a des tempêtes régulières, des ouragans ou des cyclones, est-ce que c'est une bonne idée de déployer du cristallin qui va valdinguer quand il fera 200 km hors de vent? Non. Peut-être que quand on peut prévoir l'arrivée de la grosse tempête, une heure avant, ploum, on remballe le fil et on laisse passer la tempête. Une fois qu'elle est passée, D'accord. Hop, on redéploie le fil. Et ça, c'est des usages complémentaires. D'accord, je comprends. Ok, très bien, merci pour ce retour. Après, il y avait une question de Philippe sur le stockage, qui disait effectivement, moi c'est bien de produire, mais quand il n'y a pas de soleil, comment on fait? Alors ça, c'est la question que nous aussi on a souvent chez Comwatt. Alors peut-être que je ne sais pas si vous avez une analyse là-dessus, Julien, ou. Alors il y en a de nombreuses, parce que déjà la partie du stockage, elle est d'autant plus importante qu'on laisse filer la demande sans répartir les usages en fonction des moments de production. Aujourd'hui, on s'en fiche, on consomme n'importe quel moment de la journée. Demain, on va peut-être se dire qu'il y a des moments où on fait des trucs, des moments où on fait pas d'autres trucs. Des gros consommateurs d'énergie qu'on va peut-être pas faire tourner la nuit, par exemple en mode renouvelable. C'est peut-être pas la nuit qu'on va faire tourner les chauffe-eau pour chauffer l'eau chaude sanitaire. C'est peut-être plutôt en journée. Des choses comme ça où on simplifie la vie. Et du coup, si on arrive à recréer des profils d'usage qui arrivent à se caler sur les profils d'offres en fonction des horaires d'ensoleillement, on va aussi se créer du stockage, parce que si notamment on fait travailler en journée les chauffe-eau solaires, c'est des inerties thermiques qu'on va pouvoir utiliser la nuit quand on en aura besoin. On sait aussi qu'il y a la recharge des batteries qui est en train de se généraliser avec une accélération du parc électrique. Et là, enfin, le modèle d'électrification des flottes existe. Donc, on va avoir de plus en plus la possibilité de valider cette option de la recharge en journée par capacité renouvelable et la restitution de la puissance en raccordant les batteries la nuit au réseau. Et puis après, on a des infrastructures énergétiques diversifiées qui vont répondre à un équilibrage du réseau, à la fois en interconnexion du réseau, et les interconnexions Est-Ouest doivent pouvoir nous aider à élargir la plage d'ensoleillement qui nous approvisionne. Il y a la question de la complémentarité des vecteurs énergétiques renouvelables qui ont chacun des contributions plus ou moins pilotables. Les steppes qui nous permettent d'avoir de faire remonter l'eau dans les barrages hydroélectriques pour pouvoir libérer cette puissance quand on en a besoin. Alors aujourd'hui, les capacités sont atteintes. Là, on est au maximum. On ne peut pas faire plus aujourd'hui en France. Oui, mais oui et non, parce que on peut quand même utiliser les déclivités sur plusieurs surfaces. Il y a des capacités de stockage intersaisonnier qu'on peut utiliser avec des réservoirs de chaleur qu'on peut avoir au sol. Et puis, il y a toute la question du biogaz et l'hydrogène, qui sont aussi des vecteurs de stockage qui permettent de pallier l'intermittence, où on a des réserves pilotables. Donc, on pourra d'autant plus avoir du biogaz et de l'hydrogène qu'on aura une extension de la conversion des sols destinée à cette transition énergétique. Donc là, on a devant nous des modèles qui vont se verdir de plus en plus, et donc on a devant nous aussi des sources de plus en plus nombreuses, de plus en plus respectées. Là, il y a RTE notamment qui a fait un schéma 100% renouvelable, l'ADEME, l'AIE, toutes ces sources-là nous montrent que c'est possible, donc on va y arriver. Ouais, ok. Et aussi, compléter aussi, moi je suis très régulièrement l'université de Stanford avec un expert qui s'appelle Tony Seba, je ne sais pas si vous le connaissez, qui effectivement avait pronostiqué un petit peu qu'il y a 10 ans, il avait écrit un bouquin qui s'appelle Clean Disruption, qui est un bouquin un peu fondateur, qui est vraiment intéressant, et qui avait pronostiqué il y a 10 ans ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire qu'on arrive à des parités, effectivement aujourd'hui, qui avait prévu que le solaire coûterait très peu cher, et aujourd'hui on voit bien qu'il avait raison. Il avait prévu aussi que l'industrie électrique allait mettre du temps à se démarrer, mais quand elle commencerait à décoller, ça allait mettre une pagaille incroyable chez tous les fabricants de voitures thermiques. Donc, il avait tout prévu quasiment à l'année près. Et là, dans ses perspectives des 10 prochaines années,
il explique très clairement qu'effectivement, fort du baisse du prix du solaire, aujourd'hui en Europe, on est à 1,5 centime le kilowattheure. C'est-à-dire qu'on est, on est presque 10 fois moins cher que le nucléaire nouvelle génération. Il explique que dans 10 ans, on va produire à peu près sur une année, avec les énergies renouvelables, on pourra mettre donc il a calculé l'optimum qu'il y avait entre combien de production d'énergie renouvelable il fallait mettre, combien de stockage il faut mettre pour arriver à un niveau de service délivré actuel comme aujourd'hui, avec le niveau de confort, sans toucher le niveau de confort, en faisant toujours bien sûr attention à ne pas exploser nos consommations électriques, en étant quand même. Moi, je suis pas très d'accord avec l'idée qu'on ne bouge pas les profils d'usage. Attention. Je finis sur leur analyse, c'est qu'ils ont fait le calcul que voilà, plutôt qu'aujourd'hui de mettre l'équivalent de la production annuelle de la centrale nucléaire, on en met 3 fois plus. C'est-à-dire, on fait 3 fois la production nucléaire actuelle, mais en énergie renouvelable, qui va pas forcément produire de manière régulière, mais ça coûtera moins cher de toute manière que de produire une fois avec du nucléaire. Il vaut mieux produire 3 fois avec des renouvelables. Ouais, c'est 10 fois moins cher. Voilà. Oui, mais c'est 10 fois moins cher, donc du coup ça coûte moins cher. Et après, avec juste, il a fait des modélisations, il a modélisé ça dans une centaine de villes à travers le monde. Et il arrive et il démontre qu'avec 24 heures de stockage batterie, entre 24 et 90 heures dans lesquelles elle est plus défavorable, mais 24 heures dans lesquelles elle est plus favorable, on arrivait à passer toute l'année, quart d'heure par quart d'heure, à équilibrer l'offre et la demande. Donc du coup, quand on se dit que voilà, quand on regarde les coûts actuels des batteries pour faire 24 heures, 24-30 heures, et qu'on sait que la batterie vont perdre 20% par an pendant les 10 prochaines années, on fait des calculs, on se dit ouais, il a raison. Et donc voilà, donc c'est le pari qu'il a fait. C'est toujours facile de là. Ça fait il y a 10 ans, il a fait un pronostic. On a vu que ça s'est réalisé. Là, ce pronostic-là qu'il fait, il est assez intéressant. Il appelle ça le God parity. Hein, c'est le point un peu divin où les énergies renouvelables arrivent à une totale maturité. Donc on verra dans 10 ans s'il a raison. Mais voilà, après, c'est une vision américaine. C'est-à-dire que les Américains, on produit toujours plus, on produit toujours, on fait pas attention à sa consommation. Voilà, peut-être qu'effectivement que nous aussi, il faut qu'on mette notre petit grain de sel d'Européens et qu'on vienne un petit peu équilibrer ces analyses, un peu de cow-boy, quoi. Oui, on est d'accord. On a besoin là d'une grande vigilance sur d'autres variables que le simple kilowattheure. On a besoin d'avoir une vigilance sur les ressources, donc les matières premières, mais aussi les sols et la biodiversité, parce que c'est toute cette inflation technologique, in fine, elle se mesure en hectares. Donc, si on consomme des terres précieuses pour nous nourrir, nous vêtir, nous fournir des matériaux de construction pour faire de l'énergie, ça va pas aller. Donc là, en ce moment, il y a un débat sur est-ce que c'est une bonne idée de faire des fermes solaires en rasant des forêts pour remplacer des arbres par des panneaux. Non. Et là, il faut pouvoir aussi réglementer cette façon de gérer les sols. Et là, c'est une question de maturité publique. Hein. On a besoin d'avoir une vision des sols qui soit également plus intégrée et qu'on ne reproduise pas à l'infini ces erreurs précédentes sur les carburants dits biocarburants qui ont converti des sols pour faire exclusivement des cultures énergétiques pour alimenter les 4x4 surdimensionnés. Ça n'a pas de sens. Oui, non, vous avez raison. Alors le temps file. C'est vrai qu'on commence à arriver à la fin de ce café débat. Je crois que vous aviez une dernière question pour moi, c'est ça? J'ai une petite question. Il fallait pas que je me prépare. Non, monsieur, j'ai pas dit ça. Je dis qu'effectivement, c'est une question que je pose traditionnellement dans tous les cafés débats. À la fin, effectivement, on peut en point de conclusion. Une question qui est assez simple. En fait, c'est donc parmi toutes vos certitudes, vous avez forcément des sujets sur lesquels vous dites ça, j'en suis sûr. Vous avez quand même beaucoup d'expérience. Vous avez travaillé sur pas mal de sujets. Vous avez lu pas mal d'études. Vous avez vraiment une largeur qui est assez intéressante en termes d'expertise. Parmi tout ce que vous avez vu, vous avez des certitudes. Et parmi ces certitudes-là, laquelle est peu partagée par les gens qui vous entourent? Et à chaque fois, vous dites, non, mais c'est quand même incroyable ça, les gars, vous n'avez pas compris ça, mais c'est évident, regardez, ça va se passer comme ça, je suis sûr de ça. Et pourtant, vous devez toujours débattre avec vos amis, débattre avec les experts avec qui vous côtoyez, parce qu'ils ne sont pas convaincus de ça, et vous l'êtes. Alors, quel est ce sujet? Est-ce que ce sujet existe? Alors, ça peut être lié à votre métier d'expert sur la partie transition, mais ça peut être aussi des valeurs plus humanistes, sur n'importe quoi, sur l'éducation, les enfants, etc. Donc, l'idée, c'est effectivement, on est à la fin du café débat, donc on peut ouvrir. Donc, avez-vous une certitude sur un certain domaine? Et vous dites là, c'est marrant, j'ai l'impression d'être seul dans le désert à dire ça, et pourtant, je suis sûr d'avoir raison.
On l'a traité. Hein. Je pense que c'est cette histoire de l'OPV d'Armor là. D'accord. Moi, je suis sûr que c'est la bonne technologie, plus française, pour tenir le rythme. D'accord. Je connais pas d'autres technologies plus rapides. Si on met la fraction de ce qu'on met sur Hinkley Point ou Sizewell en nucléaire neuf en Grande-Bretagne, et c'est de l'argent du contribuable français en plus qui part là-bas. Si on met une fraction de ce montant-là dans l'agrandissement de l'unité de production et si on investit efficacement dans la formulation des polymères qu'on va mettre dedans, on a un outil industriel et un savoir-faire et des perspectives de déploiement qui nous permettront de tenir le rythme de l'électrification du mix énergétique. Pas seulement en France, on peut le faire dans le monde entier. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que c'est une technologie qui peut se massifier et apporter des solutions pour que collectivement, à l'échelle de la planète, on évite la catastrophe. D'accord. Et alors, juste, parce qu'il reste très peu de temps, quel budget a besoin Armor pour arriver à faire ce projet et combien de temps pour être opérationnel? Ça, je peux pas me prononcer publiquement. C'est pas des chiffres qui communiquent, mais en tout cas, c'est inférieur à une centrale nucléaire. D'accord. Non, mais c'est juste parce que comme on parle de vitesse, et comme je sais que parfois, des fois, c'est plus long de lever des fonds que de développer une technologie, parce qu'il faut convaincre tout un tas de personnes qui ne sont pas forcément faciles à convaincre, du coup, ça rentre dans le process aussi. C'est vrai que, voilà. Donc, en fait, toujours un petit peu, dans votre question, il y a deux choses. C'est que c'est pas tant la technologie qui est importante que la prise de conscience de l'extrême urgence dans laquelle on se trouve. C'est quand je parle en mois. Là, je vous ai vu sourire quand j'ai évoqué 117 mois et 27 jours. Oui, bien sûr, bien sûr. Je pense que vous n'avez pas entendu beaucoup de monde vous parler de 117 mois, 27 jours comme. Non, c'est intéressant. Voilà. Et on devrait peut-être même dire 26 jours parce qu'on est à la fin du 2. Mais ça, c'est critique parce que plus on est nombreux à raisonner en rétroplanning en mois et jours, plus on va être nombreux à chercher des solutions en disant est-ce que ça tient ou pas d'un point de vue calendrier. Si ça ne tient pas dans le calendrier, c'est disqualifié. On passe à autre chose. C'est clair. Et ça devrait être beaucoup plus simple d'avoir des débats sur nos sujets en se disant est-ce que ça c'est à l'heure ou c'est pas à l'heure. C'est pas à l'heure. C'est clair. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas, parce que typiquement, quelque chose qui fait un cliquet important, on peut le reporter de 5 ans, mais il faut savoir si c'est du coup le bon choix. Je reviens au nucléaire. Si le nucléaire, c'est 138 mois pour un nouveau réacteur, on peut se dire à ce moment-là, alors à ce moment-là, il restera quand même 40%. Une fois qu'on aura fait 60 en 2030, il restera encore 40% à atteindre pour passer à zéro. Sauf que les 40% qu'on aura à faire entre 2030 et 2050, c'est les 40% les plus compliqués. C'est pas les 40% qui vont facilement pouvoir se substituer à des émissions de gaz à effet de serre actuelles, parce qu'on va faire un raccordement à une électricité de base fournie sur le réseau. Typiquement, les 40% les plus compliqués, c'est les vieux bâtiments passoires thermiques mais à forte valeur patrimoniale. C'est la production alimentaire où on va continuer d'émettre des gaz à effet de serre pour nous nourrir. Ça va être très difficile de faire de l'alimentation zéro carbone. On pourra peut-être faire de l'alimentation zéro carbone nette, mais l'alimentation zéro carbone, c'est très peu envisageable. Il y aura des enjeux de conversion de notre infrastructure de gaz où on n'aura pas fini de transformer la production de gaz, de biogaz qu'on va injecter dans les réseaux. Mais qu'est-ce qu'on va faire de notre infrastructure de distribution? Ça, c'est pour la période 2030-2050. On n'aura pas le temps d'ici 2030 de gérer l'infrastructure de gaz. Donc, c'est pas là que va être pertinent le nucléaire, parce que on va pas être en mesure de répondre aussi à l'électrification du parc des véhicules en circulation. C'est pas avec le nucléaire que ça va se passer. On va avoir besoin d'autres technologies. Donc si la technologie arrive entre 2030 et 2050, est-elle encore pertinente? Et malheureusement, je pense que la réponse est non. Ok, c'est les mots de la fin.
Merci beaucoup, Julien, pour ces explications. C'est très intéressant Enchanté. et très pédagogique. Merci Grégory. Et puis, Désolé pour l'image on-off, mais le son est resté constant dans l'échange. Au moins, on n'a pas eu de problème sur la conversation. Voilà. On a eu c'était très clair en tout cas. Le son était très bon. Merci beaucoup, Julien. Bon, bonne soirée à tous. Enchanté. Et puis alors, si vous voulez continuer, c'est renaissanceécologique.fr ou cotrelibri.com. Ok, je mettrai ça sur le lien. Merci beaucoup. Et puis à tous, bonne soirée à tous. Bonne soirée, bon appétit. Bye bye. À bientôt sur Comme TV.